Messieurs, dames, bonsoir et très ravi de vous savoir nombreux à ce 19h45 sur la télévision Labari. Grande affluence ce matin au centre de formation technique de Niamey. Elle fait suite à la mesure rendue obligatoire pour les véhicules de se soumettre désormais à ce contrôle. Les usagers sur les bouts de lèvres critiquent la mesure, même si les responsables du centre technique, eux, s'en défendent. Le reportage de la rédaction. C'est un véritable capharnaüm au centre de formation technique où l'ambiance est peu ordinaire, à perte de vue. Avant d'y accéder, les véhicules sont alignés les uns derrière les autres. Objet d'un tel cafouillis, la visite technique rendue obligatoire. Les usagers relativisent quant à son appréciation. Aujourd'hui, un bon jour, on se réveille ici à Niamey. On nous dit qu'on ne peut pas circuler si on n'a pas la visite technique. Sachant bien aussi qu'il y aura la refonte de l'immatriculation bientôt. Mais qu'est-ce qu'on va faire de nos visites? On aurait dû attendre. À la refonte de l'immatriculation, tu viens, tu changes ton immatriculation, tu fais ta visite, tu n'en as pour un an. Mais ça là qu'on est en train de faire pour les Nigériens, moi, à ma personne, je ne trouve pas ça normal. En 24 heures, venez voir le centre aujourd'hui à plus de 500 véhicules. Pourquoi? Et les autres véhicules des autres régions, eux, ce n'est pas des Nigériens? Du moment où j'ai des choses à faire au travail, et c'est une journée perdue pour moi. Ce vendredi, c'est une demi-journée pour l'administration nigérienne et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais me rattraper. Donc. On est là depuis 7h et quelques, on n'est même pas arrivé devant la porte, c'est pénible. Et vous savez que aussi que de la manière dont la police est en train de déranger les gens dans la circulation, vous allez voir, on est à 11h maintenant, on n'est même pas rentré dedans. Quand est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui on est vendredi. Pourtant pour les responsables du centre, d'improviser. Depuis le mois de septembre, il y a eu des communiqués télévisés et puis diffusés réellement sur certaines chaînes qui ont demandé aux usagers de venir faire cette visite technique. Parce que il y a eu un atelier en août à Abidjan pour que dans la zone UMOA, on uniformise ce contrôle technique et donc c'est pas quelque chose de nouveau qu'on demande. Cependant, usagers tout comme responsables, chacun se défend aussi bien quant à la démarche et l'imminence d'autres mesures à venir. On veut réellement que ça soit uniforme, que ça soit au niveau du centre de contrôle, que ça soit au niveau des nouveaux centres Bolloré ou ce qu'on appelle les Sony Loga. Toute entreprise qui veut s'installer au Niger doit être nationale. Mais c'est pas Niamey seulement quand on se réveille un bon jour on dit aux gens qu'on ne circule pas parce qu'on n'a pas la visite technique. Est-ce que ça c'est normal? Côté organisation, s'il y a ces genres d'opérations à l'avenir, même si on ne nous informe pas, la police pourrait approcher le centre technique en collaboration avec ce centre technique, organiser ces genres de choses. Parce que vraiment, je vois maintenant, moi j'ai tous mes papiers, je devais passer à la visite et je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas encore leurs papiers et ils sont dans le circuit. Il faut que vraiment les autorités pensent à la souffrance de la population et demander à la police de surseoir à ça jusqu'à ce que les gens arrivent à se conformer d'ici janvier peut-être. Moi j'ai pas connaissance, j'ai pas vu l'affiche, j'ai pas vu communiquer à la radio ni à la télé alors que moi je suis fréquent ici. Moi je suis fréquent ici, chaque fois j'amène des véhicules pour mettre des plaques. Non, il n'y a pas eu de communication. La visite technique est périodique. C'est pour voir l'état des véhicules, voir si le véhicule réellement ne constitue pas un danger pour l'usager et pour les autres citoyens. Donc là, nous voyons si les suspensions sont en bon état, s'il n'y a pas de problème de paralysme, si au niveau de freinage, le véhicule répond aux normes du Niger. En soi, elle n'est pas mauvaise cette visite technique et les usagers sont loin de la désapprouver. Sauf que, pas besoin en ce moment de faire subir autant de tracasseries avant de s'y conformer et que pour une fluidité de l'opération, la copie doit être revue. La campagne est celle d'une sensibilisation des jeunes sur la circulation routière, d'où le thème qui est l'implication et les risques des accidents de la circulation, surtout en milieu scolaire. Et c'est le lycée Kassé de Niamey qui en a servi de cadre au lancement de cette campagne de sensibilisation. C'était en présence de nos reporters Nasser Seydou et Asma Seydou, dont voici leur compte rendu. Cette
Cette campagne de sensibilisation de l'ONG Jeunesse Développement Sécurité JDS a pour mission la promotion de la jeunesse, la participation au développement économique, social et culturel du Niger, mais aussi le renforcement et le développement d'une bonne culture de sécurité routière. Tout récemment, le ministre vient d'évoquer il y a environ 800 décès chaque année dus aux accidents de la route et 37% au niveau de l'espace CEDEAO. Et ça touche pratiquement les jeunes. C'est pourquoi nous avons jugé utile d'aller vers ces jeunes, les sensibiliser pour qu'ils prennent réellement conscience des risques de ces accidents et de cultiver l'esprit et de cultiver la prudence. Face à ces taux d'accidents, l'ONG mène plusieurs actions de sensibilisation. Elle a pour but de promouvoir la bonne gouvernance, la démocratie chez les jeunes, de renforcer les liens de solidarité entre les jeunes, valoriser les traditions culturelles chez les jeunes. Elle a pour but aussi de lutter contre la violence et de développer la culture de sécurité chez les jeunes et aussi de lutter contre les accidents de la route en impliquant les jeunes. Le phénomène des accidents de la circulation qui prend de l'ampleur de la capitale endeuille chaque année plusieurs ménages nigériens, d'où cet appel à un bon comportement et à la prudence routière dans la circulation. Cérémonie d'inauguration cet après-midi même de la toute nouvelle boutique des établissements Dawachi et Fils située au quartier Bobial en face de la boulangerie. Nombreux étant les clients tout comme les autres partenaires à y prendre part et être aussi au passage témoins du dit événement. C'était en présence également de nos reporters Nasser Dantofo et Soumaïla Abdoulaye. Connu sous la première latérite du recasement face à la clinique Martaba et malheureusement ayant été victime du déguerpissement entamé par la ville de Niamey, les établissements Dawachi et Fils s'installent désormais à Bobiel face à la boulangerie Bobiel au grand bonheur de la population de ces quartiers et environnants, parce que connu dans la vente en détail et en gros du jus et autres produits. Je remercie le bon Dieu de m'avoir montré ce jour et merci à ceux qui ont répondu présents à cette cérémonie. Avant le déguerpissement, on a vu que la boutique était face à la clinique Martaba. Mais aujourd'hui, après ma boutique de Château 8, ce soir, c'est le baptême de ma deuxième boutique, ici même à Bobiel, en face de la boulangerie Bobiel, où on trouve tout ce qui est jus et autres articles. Présent à ce baptême de feu des établissements Dawachi, ses principaux fournisseurs en jus, notamment Oriba et Jus Safi, venus témoigner de leur gratitude quant à la fidélité de cet établissement. On est venu ici pour nous encourager aussi et aussi pour lui soutenir des biens qu'il a eu ici. Vraiment, c'est un monsieur qui vient au niveau de Oriba et on les a encouragés aussi à chaque fois. C'est un monsieur qui petitement est en train d'ouvrir un peu Niamey, avec bien sûr la présence de plusieurs dépôts ici dans la capitale. Aujourd'hui, c'est le tour du quartier Bobiel. Il est en train de faire un baptême de feu, une sorte d'inauguration à un dépôt, un nouveau dépôt qu'il a ouvert ici. C'est un monsieur, en tout cas, qui aujourd'hui fait partie de la société Safi. C'est dans ce cadre-là que la société Safi a jugé utile d'être présente ce soir pour l'accompagner aussi dans cette noble mission. Plus que le Jus Safi et Oriba, les établissements Dawachi mettent à la disposition de ses clients divers articles, disponibles également dans ses autres représentations au Château 8 et à Yantala Habtegui.
Le meeting est prévu pour se tenir demain après-midi à la devanture du siège national du parti moderne F à Lumana. C'est celui du Front pour la restauration de la démocratie et pour la défense de la République FRDDR. Les préparatifs déjà vont bon train et pratiquement c'est dans le dernier virage. L'objectif c'est dénoncer certains travers en ce moment de la gouvernance actuelle du pays. Le compte rendu de la rédaction. L'heure est aux dernières retouches et les préparatifs semblent aller bon train quant au meeting que projette d'organiser le FDDR. La deuxième activité de ce front depuis sa création, une sortie qui se justifierait et surtout pour plusieurs mobiles. Nous avons estimé qu'il était temps, après que nous ayons restructuré l'opposition suite au départ du MNSD Nassara, après que nous ayons mis en place les différentes structures d'épaulement comme celle de Niamey dont j'assure la présidence, qu'il était temps de réunir les Nigériens qui aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle, traversent des situations extrêmement difficiles. Le mal-vivre est général aujourd'hui. Aujourd'hui, l'école nigérienne est en liquidation programmée. Bref, aujourd'hui la situation du Niger est chaotique. Pour le front, la cause étant commune, la mobilisation se doit d'être au rendez-vous. Je voudrais demander à l'ensemble des militants du front, et en particulier aux militants du moderne FA Lumana Africa de Niamey et alentour, de faire le déplacement pour venir écouter nos leaders, pour venir écouter les mots d'ordre qu'ils donneront, pour dénoncer ensemble le ras-le-bol du peuple nigérien par rapport à cette gouvernance qui les écrase, à cette gouvernance aujourd'hui qui crée l'incertitude, à cette gouvernance qui aujourd'hui ne prend pas en compte leurs légitimes aspirations. Cette sortie du FRDDR intervient à un moment où se posent plusieurs interrogations quant au profil bas observé tout le temps et le silence dans lequel il s'est claquemuré. Pendant ce temps, point de presse toujours ce matin du collectif des avocats des responsables qui seraient impliqués dans ce qu'il convient d'appeler la gestion de la CCA. La CCA, c'est la cellule crise alimentaire. Pour le collectif des avocats, la lenteur judiciaire des dossiers de leurs candidats, tout comme le refus de leur accorder la liberté provisoire, sont loin de s'expliquer. Écoutons à cet effet Maître Karim Nyandou, il est membre du collectif et du conseil des avocats. 11 ans après, on accuse des acteurs nigériens, on poursuit les acteurs nigériens, uniquement les acteurs nigériens, c'est-à-dire le représentant donc, du Niger à la CMC, le secrétaire exécutif qui anime donc la CCA, le comptable et les financiers ainsi que les acteurs responsables de l'opération. C'est uniquement eux qui ont été poursuivis pour détournement des données publiques portant sur la somme de 6 milliards 583 653 000 francs. 11 ans après, je dis bien c'est 11 ans après et c'est eux uniquement qu'on poursuit pour détournement des données publiques et complicité des données publiques. C'est pour cette raison que nous vous avons demandé donc de venir afin qu'on vous parle de cette affaire de justice, parce que l'article 117 de la Constitution dit que la justice est rendue au nom du peuple nigérien. Il faut que ce peuple-là, au nom duquel la justice est rendue, sache que cette affaire, voilà de quoi il s'agit, tel que je viens de vous l'expliquer en faisant l'historique jusqu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, depuis que Bakary et autres, Bakary Arimala et autres, ça fait bientôt 6 ou 7 mois qu'ils ont été entendus. Il y a eu d'abord l'enquête plénière menée par la gendarmerie. Vous avez l'instruction au cours de laquelle ils ont été entendus. Et depuis lors, plus rien. C'est cette lenteur-là que nous voulons dénoncer parce que nous ne la comprenons pas. Et soit,
le juge est libre de mener ses investigations, je veux dire, en fonction peut-être de son programme, en fonction de sa disponibilité, en fonction de son calendrier. Mais ce que la loi dit dans ces conditions, il faut mettre les gens en liberté provisoire. D'autant qu'ils remplissent tous toutes les garanties de représentation. Ils sont tous connus dans ce pays. Nous avons fait des demandes de liberté provisoire qui ont été rejetées. C'est ça que nous ne comprenons pas. Et j'ai précisé tantôt que eux, chacun d'entre eux, n'a joué qu'un rôle d'exécutant de cette affaire. Parce que je vous disais, je vous parle de la CMC, qui est l'organe décisionnel, qui est composé des partenaires techniques et financiers et de l'État du Niger. L'État du Niger lui-même n'avait pas eu beaucoup de rôle, parce qu'il n'y avait pas les moyens. Ce sont les bailleurs de fonds qui avaient la même vue dans ce dossier. Parce que c'est eux qui amènent l'argent. C'est eux qui payent les fournisseurs. C'est pour ça que nous disons que nous ne comprenons pas cette lenteur et nous ne comprenons pas d'autant que nos clients remplissent toutes les conditions de garantie de représentation et qu'on aurait pu donc les mettre en liberté provisoire. L'intégralité de cette sortie du Conseil des avocats que vous suivrez dans une émission éclairage par Hassan Saleh Mustafa. La suite de cette édition, 150 millions de francs CFA, c'est la somme qu'est sommé de payer le directeur de publication du quotidien privé, l'enquêteur, relativement à une affaire que ce dernier qualifie de scabreuse, mais pas pour autant qu'on lui demande à reverser cette somme. De quoi reboule-t-il? Suivant à cet effet les explications données par lui-même le directeur de publication du quotidien privé, l'enquêteur. Le consortium international des journalistes d'investigation qui est basé à New York initie des enquêtes planétaires. La première enquête que ICIJ a initiée cette année, c'était Panama Papers, du cabinet d'avocats panaméen qui s'appelle Monsec Fonseca, où ICIJ avait mis en cause des rois, des chefs d'État, des personnalités de plusieurs ordres à travers le monde. Après le Panama Papers, ICIJ a également initié une enquête planétaire qui s'appelle Bahamas Leaks. Et le journal enquêteur est membre de ICIJ. Donc quand ils initient des enquêtes planétaires comme ça, il y a des médias relais dans tous les pays du monde. En France par exemple, ils ont France 24, Figaro, Le Monde, Libération, auxquels ils envoient les conclusions et qui publient les résultats, les conclusions de leur enquête. Donc ça a été le cas dans le cas pour Bahamas Leaks, où ils nous ont envoyé les conclusions de l'enquête. Naturellement, le premier réflexe, c'est de regarder si un Nigérien est plus ou moins impliqué, parce que le scandale le plus souvent il est planétaire. Donc quand nous avons fait nos investigations, sur la base de leur enquête, donc on s'est rendu compte qu'effectivement un Nigérien, à la personne d'un certain Laoul Hussein, a été cité dans Bahamas Leaks. Donc c'est tout ce que le quotidien l'enquêteur a rapporté, mais on a pris les précautions d'usage pour dire attention, c'est pas parce qu'il a été cité pour autant dans l'affaire de Bahamas Leaks que cela fait de lui un fraudeur présumé de quelque nature que ce soit. Donc on a pris assez de gants et il est loisible pour quiconque qui voudrait vérifier la véracité des informations publiées par ICIJ. On a mis le lien, c'est facile. Le nom, actuellement, il est toujours là. Donc nous maintenons l'intégralité des informations publiées par le quotidien l'enquêteur. Pour autant, surprise ou surprise, donc une magistrate du tribunal de première instance nous condamne à payer la faramineuse somme inédite, en tout cas de 150 millions de dommages et intérêts. Moi je pense que même entre sociétés commerciales, je n'ai pas souvenance qu'une société commerciale ait été condamnée à payer 150 millions de dommages et intérêts dans une transaction commerciale, peut-être des sommes indûment perçues. Et puis en l'espèce, en matière de diffamation, la loi sur la presse qui est actuellement en vigueur est très claire là-dessus. Quand il s'agit d'une personne qui a investi de l'autorité publique, la condamnation pécuniaire elle est plus forte. Or, à l'espèce, il y a une jurisprudence à laquelle on peut se référer. C'est le cas du gouverneur, l'ancien gouverneur d'Agadez, le général Meïkilou, qui avait poursuivi le bimensuel l'événement en diffamation. Donc, en appel, l'événement avait été condamné à lui verser 3 millions de dommages et intérêts. C'est une jurisprudence, je pense. Et ici, en l'espèce, le monsieur concerné, c'est un citoyen ordinaire. Donc, je ne vois pas
comment est-ce que cela est possible? L'un dans l'autre. C'est arrivé, nous avons interjeté appel, l'affaire sera rejugée en appel, et j'espère cette fois-ci avec toute la rigueur requise. Mais ce que je peux dire, c'est que malgré cette condamnation extrêmement sévère, nous n'allons pas changer. Nous allons continuer à faire notre métier comme on l'a toujours fait. Une affaire donc à suivre. La suite de cette édition, mais sur un tout autre registre, avec le phénomène de la mendicité qui de plus en plus prend de l'ampleur et visible. Le phénomène l'est, et aussi pour se rendre à l'évidence, un tour au niveau des différents carrefours. Ils sont des enfants oisifs qui en font de la mendicité ce raccourci, pour ne pas dire un gagne-pain. Le reportage est signé Nasser Seydou, Asma Seydou. L'ampleur que prend la mendicité dans la ville de Niamey devient de plus en plus inquiétante. C'est en effet une pratique qui s'invite de plus en plus jusqu'au niveau des grands carrefours de la ville, et les enfants n'en sont pas épargnés. Selon le président de l'ONG Adeina, la responsabilité incombe aux autorités mais aussi aux parents. Les organisations de la société civile que nous sommes, il y a beaucoup de structures, surtout au niveau de notre coalition. Et de passage, je veux souligner que nous avons une coalition, coalition des ONG africaines en faveur de l'enfant, qui œuvre. Cette coalition est regroupée de plusieurs structures qui interviennent dans le cadre de la protection de l'enfant. Mais vous n'êtes pas sans savoir, les enfants qui sont dans la rue là, c'est des enfants plus ou moins des pauvres. Qu'est-ce qui fait ça, ce phénomène? Il y a l'échec scolaire, il y a l'abandon ou bien le désintéressement des parents, il y a aussi l'exode rural, l'exode massif des enfants qui cherchent une vie meilleure au niveau des centres urbains. C'est ce qui fait ce phénomène. Parents que nous sommes, souvent ça nous échappe. Surtout au niveau, vous voyez comment l'urbanisation, comment les villes sont devenues brusquement grandes, et que les enfants, on ne peut pas les contrôler. Mais donc c'est pas les ONG seulement, ni l'État, mais cette charge incombe vraiment aux parents. D'abord, il faut protéger l'enfant à la base, c'est-à-dire au niveau des parents et à l'école. Sans cette protection, vraiment, ça ne peut que vraiment s'amplifier, et il arrive souvent où on ne peut pas contrôler ses enfants. Les enfants, c'est l'avenir de demain, dit-on. C'est pourquoi il est important que les parents jouent pleinement leur rôle pour leur réussite et à l'État de leur venir en aide à travers notamment une politique éducative plus efficace. Autre décor, mais restons toujours avec ces mêmes enfants, c'est celui sur les sites d'exploitation artisanale où ils sont aussi nombreux. Ces jeunes qui y travaillent, cependant, le constat est tout autre, et celui qui se dégage est alarmant. Ce sont des jeunes enfants de moins de 15 ans qui sont utilisés sur ces sites. C'est ce qui ressort dans ce reportage de nos envoyés spéciaux dans la région, Sadoudoumi et Nasser Dantofo. L'exploitation artisanale de l'or reste et demeure une source de revenus pour plusieurs personnes. Une exploitation qui se fait de manière mécanique, donc demande beaucoup d'efforts physiques. C'est pourquoi la majorité de ces orpailleurs sont des jeunes, souvent même très jeunes, qui abandonnent très tôt les bancs de l'école pour s'adonner à cette activité. J'ai 13 ans, je suis avec Souana, c'est mon oncle. Je travaille pour lui et elle me paye 300 francs la journée. J'ai 13 ans, je m'occupe de la charrette et je travaille avec mon père. Moi je ne connais pas mon âge, je suis avec mon père ici. Omar Saïdou, j'ai 13 ans, je suis avec mon grand-père. Comme l'école ne marche pas, je suis venu ici sur le site pour faire des petites activités. Il est vrai que l'exploitation de ces miniers fait vivre des milliers de familles nigériennes et met également des milliers de jeunes à l'abri du chômage, mais une réglementation sur le travail des enfants doit être imposée sur les sites d'exploitation artisanale de l'or. Retour à Niamey pour signaler que la radio internationale allemande Deutsche Welle, en collaboration avec le groupe de radio et télévision Ténéré, ont organisé hier au centre culturel franco-nigérien Jean Rouch un débat
débat public en Hausa autour du thème dilemme migration, partir ou rester. Grosse interrogation. La rencontre d'échange s'est voulue aussi un nouveau projet financé par le ministère des Affaires étrangères allemand. C'était en présence de nos reporters Adam Soumana et Ibrahim Abdou, dont voici leur compte rendu. Fournir des éléments de réflexion relatifs aux espoirs, aux problèmes et aux défis des jeunes Africains en quête d'avenir, tel est l'objectif assigné à ce débat en langue Hausa. Une conférence publique animée en présence d'un parterre d'invités par la radio internationale allemande Deutsche Welle en collaboration avec le groupe de presse Ténéré. La RTT nous semblait le partenaire idéal pour ceci parce que la RTT couvre beaucoup de langues du Niger et nous avons décidé de le faire à Niamey avec la RTT entre autres pour cela. Voilà. Et la RTT est un partenaire de la distribution, enfin de la Deutsche Welle et de la distribution Afrique. De la Deutsche Welle, un partenaire très fort et très estimé, donc le choix a été facile. Une initiative vivement louée par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale, pour qui l'avenir de la jeunesse est un des soucis majeurs des autorités de la 7e République du Niger. Aujourd'hui, le thème d'emploi et migration, c'est un thème d'actualité. Eu égard à tous les remous que nous constatons à travers le monde, avec ce qui se passe en Méditerranée, avec ce qui se passe dans notre Sahara, c'est donc une question qui interpelle tous les gouvernements. Alors nous avons profité de ce micro pour un peu développer les efforts que le gouvernement a fait et qu'il est en train de faire également pour résorber le chômage. Parce que la question centrale, c'est justement le chômage et en particulier le chômage des jeunes. Cependant, pour un des participants, le gouvernement nigérien doit revoir sa copie dans sa politique de lutte contre la migration. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au moment où le Niger bloque les émigrants, le Niger n'a aucune politique pour sa jeunesse. Et d'autres pays africains, c'est à ce moment, en tout cas qu'au Maroc, il y a une politique digne de son nom. Une politique qui consiste à donner des papiers, et en tout cas des Africains, à des peaux noires qui sont rentrés en tout cas au Maroc de manière irrégulière, en tout cas de leur donner non seulement des papiers pour être en règle, mais aussi on les offre de travail. Voilà une politique digne de son nom qu'il faut, en tout cas un exemple à suivre par nos dirigeants. Mais sinon, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution de bloquer en tout cas les Africains qui veulent aller en tout cas chercher de quoi manger en tout cas à l'extérieur ou en Europe. Notons que cette rencontre est la 3e du genre initiée par le ministère allemand des Affaires étrangères avec la collaboration de la radio Deutsche Welle dans des pays subsahariens de transit ou de tradition migrante. Et c'est sur ce que se referme cette édition d'avoir su bien nous accompagner. Merci également, merci aux équipes techniques et rédactionnelles.